Alors, rebonjour à tous, bienvenue à cette première table ronde de l'après-midi qu'on a choisi de dédier au métier du temps partagé. On l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, en fait le temps partagé ça se décline dans énormément de métiers, les ressources humaines, la finance, le marketing, la communication, achat, vente, RSE, office management, et j'en passe, il y en a énormément. C'était pas possible de tous vous les présenter aujourd'hui évidemment. On a fait une petite sélection. Et à travers les témoignages de nos intervenants, donc l'objectif c'est déjà de vous donner un aperçu concret de ce que c'est qu'une collaboration en temps partagé dans différents domaines. Alors pour cette table ronde, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants. Alors nous avons des intervenants qui exercent en temps partagé depuis plusieurs années. Donc je vais commencer par Vincent, à l'extrême droite, donc Vincent Barneau. Vincent qui a son fan club dans la salle. Voilà. Après, ils vont lui mettre sa petite note. Donc Vincent qui est directeur commercial en temps partagé. À ma droite, Hélène Martin-Santori qui est, elle, responsable marketing en temps partagé. Directement... On l'applaudit ici. Directement à ma gauche, donc Delphine Pinjon, qui elle est directrice financière. Et puis nous avons aussi le plaisir d'accueillir Amélie Césaro, qui elle est talent manager chez BDO France. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez chacun un statut différent dans votre exercice du temps partagé. Donc, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre statut et quel est le profil des entreprises auxquelles vous vous adressez, dans lesquelles vous intervenez, pardon. Peut-être Hélène. Bonjour à tous. Donc, moi, j'ai créé une société, je suis en EURL. Je suis en temps partagé depuis 5 ans et j'accompagne des entreprises qui ont des besoins différents. Soit c'est des entreprises qui n'ont pas de service marketing, qui se posent la question de est-ce que j'embauche quelqu'un en marketing ou pas. Du coup, je vais intervenir. J'ai intervenu pour une entreprise pendant 1 année afin de tester si la fonction de marketing correspondait à leurs besoins. Je peux aussi intervenir sur des entreprises qui avaient j'ai déjà intervenu sur des missions où il y avait un responsable marketing qui partait. L'entreprise ne voulait pas recruter une personne à temps plein en CDI parce que la conjoncture n'était pas évidente. Du coup, j'ai fait une mission de 3 ans pour cette entreprise. Et je suis aussi intervenue dans le cadre de renforcement des équipes où j'ai été détachée pendant une petite année sur une grosse gestion de projets d'innovation parce qu'il n'y avait pas les ressources ni les compétences en interne. Oui, bonjour et merci. Moi, je suis directeur commercial à temps partagé depuis 1 an et demi. J'ai créé ma société pour faire des prestations de conseil en début 2022, donc il va bientôt y avoir 4 ans. Et j'ai évolué vers le temps partagé parce que ça permettait l'implication opérationnelle, qui avait été évoquée ce matin, tout à l'heure dans la première intervention. Alors que le conseil, j'étais frustré par le fait qu'on donne des recos et puis on s'en va. 1 an et demi, et donc j'ai pas encore de clients depuis 3 ans. Et les clients, soit idéalement ces entreprises qui ont au moins 2 millions de chiffre d'affaires, quelques commerciaux et un patron qui se rend compte qu'en fait le commercial il n'aime pas ça, qu'il a d'autres priorités que le commercial, parce qu'il veut racheter une autre boîte et fusionner avec, parce qu'il a des problèmes dans la production, ou bien parce qu'il a des besoins de développement de nouvelles activités de type on a toujours fait de la vente directe, on voudrait rajouter un réseau de vente indirecte, il ne sait pas faire, et il découvre qu'il peut s'appuyer sur des compétences extérieures à un prix, c'est ce qui a été dit, à un prix qui est cohérent avec le développement actuel de sa boîte.
Et d'ailleurs, quand on a préparé, tu m'as dit en fait, personne ne me dit j'ai besoin d'un directeur commercial à temps partagé. En fait, ta porte d'entrée, c'est pas ça. Non, effectivement, la porte d'entrée, c'est pas ça. La porte d'entrée, c'est la discussion avec le dirigeant qui a dans la tête un problème très concret. Il y a ces commerciaux qui en font chacun à leur tête. Il n'arrive pas à obtenir le reporting au format qu'il demande depuis un moment. Il est pas les clients lui parlent de problèmes dans la relation avec sa boîte dans le cycle de vente. Donc il a quelque chose en tête de très concret. Donc il voudrait une solution évidemment. On rentre par là, on a une discussion sur l'approche commerciale globale. Et on lui fait toucher du doigt que ce n'est pas un problème de un commercial qui va ramener un contrat, ça c'est un métier, il y en a besoin, il n'y a aucun doute, mais que c'est des problèmes de définition de politique, d'organisation, c'est du suivi, de la formation des gens, le suivi des gens, et que ça c'est la palette des fonctions que remplit un directeur commercial, et donc on y arrive par ce chemin détourné. Donc moi j'interviens chez BDO Temps Partagé Management de Transition en tant que salarié depuis 5 ans. Donc c'est encore un statut différent. Et en termes de clients, j'accompagne donc depuis 2021 une société qui est une grosse TPE industrielle puisqu'elle fait presque 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je l'ai accompagnée pendant 2 ans. Et maintenant, c'est l'avantage de BDO Temps Partagé. C'est une de mes collègues qui l'accompagne. Donc, ça fait 5 ans au total que cette société est accompagnée par BDO en temps partagé sur les fonctions finance. Et là, le contexte est un petit peu différent. C'est-à-dire que cette société avait un service comptable qui tenait la route, qui était bien armé depuis plus de 20 ans. Et les 2 membres de cette équipe comptable allaient partir en retraite. La partie finance-gestion était assurée par le dirigeant. Ça l'intéresse, ça le passionne, c'est sa boîte, il pilote à vue, donc son service comptable lui convient, mais par contre, il commence à envisager de prendre un peu de retrait, un peu de recul. Donc là, après un diagnostic que j'ai pu mener de son organisation financière, il a opté pour ce que je lui avais préconisé, une intervention à temps partagé à raison de 2 jours par semaine, et donc ce depuis 5 ans, avec l'avantage d'avoir quelqu'un avec qui il peut échanger sur ces aspects qu'il connaît, mais il a quelqu'un un peu comme un sparring partner qui vient un peu le titiller et qui a mis en place des outils que ni lui ni son service comptable n'avaient mis en place, des budgets, des prévisions. Donc ça, c'est une TPE. En gros, je vous ai dit, chiffre d'affaires 20 millions d'euros. Et j'interviens également depuis plus d'1 an en temps partagé à raison de 2 jours et demi par semaine auprès d'une start-up. Donc voilà un peu le grand écart en termes de taille de société et de contexte. Merci. Et donc toi, tu as déjà évoqué un petit peu le rythme d'intervention. Hélène, toi, est-ce que tu peux nous dire quel est ton rythme d'intervention chez tes clients, par exemple, un ou 2 exemples de missions pour qu'on comprenne le rythme, peut-être tes interlocuteurs et concrètement en quoi consistait ton travail? Alors, en termes de rythme, en général, c'est 1 à 2 jours par semaine, suivant les missions. Mais chez certains de mes clients, il y a des semaines où j'étais vraiment que 1 jour. Il y a des semaines où je bossais 3 jours pour eux. En fait, l'avantage aussi du temps partagé, c'est qu'il y a quand même cette flexibilité en fonction des besoins de l'entreprise. Je ne sais plus ce que tu me dis. Concrètement. Ah oui, oui. Alors, concrètement, donc, moi je suis responsable marketing à temps partagé. Donc en fait, généralement, mon interlocuteur, c'est soit le DG, soit quand il y a un directeur marketing qui a souvent et la fonction marketing et la fonction commerce. Et en termes de... en fait, moi, je suis intégrée comme... je suis à temps partagé, mais en fait, chez mes clients, je suis intégrée comme si j'étais un collaborateur à part entière. Donc, en fait, je vais... moi, je fais du marketing. Quand je travaille sur de l'innovation, en fait, je vais travailler avec le service R&D, avec le service commerce. En fait, je suis vraiment intégrée au quotidien comme un collaborateur, comme s'ils avaient un responsable marketing
à temps plein, sauf que voilà, moi j'interviens en fonction des besoins. Vincent, si tu veux partager aussi ton rythme d'intervention, ce que tu fais. Alors je dors beaucoup. Donc j'interviens une demi-journée ou un jour par semaine sur du client à temps partagé. Et je voudrais juste partager avec vous le pourquoi. En fait, quand vous êtes à votre compte, une grosse question qui arrive forcément, c'est la projection du chiffre d'affaires dont vous avez besoin pour maintenir le niveau de vie qui correspond à votre structure familiale, vos besoins, etc. Vous divisez par le nombre de jours que vous allez pouvoir opérer. Quand vous êtes à votre compte, il faut garder du temps pour faire du réseau, de la prospection, etc. Donc vous n'allez pas vendre 100% des journées, sinon vous ne pouvez plus faire de prospection, puis à un moment donné, vous n'avez plus rien. Donc vous gardez ça. Et vous allez arriver à un prix de l'homme-jour. C'est pas obligé de le vendre en homme-jour, mais pour vos calculs, vous allez arriver à un prix de l'homme-jour. Si vous voulez vivre confortablement, autour de 1 000 €. Bon, alors au-dessus, au-dessous, ça dépend de ce que vous faites. Un jour par semaine, ça veut dire 4 à 5 000 € par mois. 2 jours par semaine, on est tous d'accord, ça fait 9 à 10 000. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui sont prêtes à payer quelqu'un à temps partagé 9 à 10 000. Après, vous rentrez dans d'autres types d'équations sinon. Mais si vous êtes sur ces logiques-là, vous aboutissez rapidement à un jour par semaine. Deuxièmement, si vous êtes sur des petites boîtes, vous êtes sur des boîtes qui n'ont pas la capacité d'absorber du management intensif de transformation à hauteur de 5 jours par semaine. Donc si vous êtes là, en fait, vous allez mettre la pression sur la boîte, une pression indue par rapport à ce qu'elle est capable d'absorber. Donc il faut régler ça. Et il faut aussi bien se mettre dans la tête que vous n'allez pas faire en une journée, ou en 2 jours, si vous intervenez en 2 jours, ce que vous faisiez quand vous étiez salarié 5 jours par semaine. Parce que vous n'étiez pas inefficace à ce point-là. Donc il faut redéfinir votre mission en fonction aussi du besoin de la boîte et du temps que vous pouvez lui allouer. Donc en fait, il y a tout ce travail à refaire. Vous vous concentrez sur l'essentiel, vous vous concentrez sur ce avec quoi vous mettez d'accord, ce sur quoi vous mettez d'accord avec le dirigeant. Donc on va faire ça comme transformation, on va le faire dans cet ordre en gros, évidemment on pourra s'adapter, etc. Mais on met ça dans le temps. Et puis après, les interlocuteurs, c'est le dirigeant, et puis les équipes, les commerciaux qu'on encadre quand il y a des commerciaux, les gens de la com, du marketing, quand il faut refaire les documents de support aux ventes, etc. Voilà. Merci. Tu as déjà mis le doigt sur quelque chose qui est différent entre ton intervention en tant que directeur commercial en temps partagé et l'intervention d'un directeur commercial qui serait un salarié classique de l'entreprise. Hélène, qu'est-ce que toi tu mettrais en avant? Qu'est-ce qui différencie ton intervention de celle d'un responsable marketing classique, encore une fois entre guillemets? Vincent, tu l'as dit, en fait, c'est sûr que quand on est un jour par semaine dans une boîte, on ne va pas faire déjà la même chose que quelqu'un qui est à temps plein. Moi, je trouve que, et là j'ai 5 ans de recul sur le temps partagé, je trouve qu'en fait, quand on intervient, en fait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce regard extérieur qui est intéressant parce qu'en fait, quand on dit temps partagé, forcément on partage notre temps entre différentes entreprises. Du coup, on travaille sur différents secteurs, différentes problématiques. Et on a mettre ce regard qu'un salarié qui travaille que pour une seule entreprise n'a pas. Donc ça, c'est le côté que je trouve intéressant et c'est le retour, le feedback que j'ai de mes clients. La différence aussi par rapport à un salarié classique, je vais dire que c'est la rapidité d'exécution. Quand on est un jour par semaine, forcément, on ne va pas faire le même boulot. Je suis complètement d'accord avec toi que quand on est là, quand il y a quelqu'un qui est là 5 jours. Par contre, il faut aller vite. Parce qu'une journée, ça passe hyper vite. Il y a quand même un peu de relationnel à faire dans l'entreprise. Mais voilà, en fait, il y a cette rapidité qui est hyper importante. On l'a dit, je suis désolée, on répète par rapport à ce qu'on a dit ce matin, mais
Mais il y a en fait cette liberté de parole. Et il y a quelque chose, moi j'étais 20 ans salariée avant de me lancer, avant d'être indépendante. Il y a quelque chose que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en fait, le fait d'être en temps partagé, on a un statut particulier et du coup, l'écoute et l'impact de ce que l'on va dire à un dirigeant a beaucoup plus de poids qu'un salarié classique. Delphine, je te laisse compléter aussi. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, alors du coup je vais essayer de prendre un peu le contre-pied. Donc ce qui ne fait pas la différence, c'est que par rapport aux interlocuteurs que vous avez, donc externes à l'entreprise, eux vous considèrent comme quelqu'un de l'entreprise. Donc quand j'interviens à temps partagé, en général j'ai une adresse email de l'entreprise, j'ai un ordinateur de l'entreprise, donc j'accède à tout leur réseau, etc. Donc quand je me présente vis-à-vis des banques, vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis des actionnaires, de l'expert comptable, je suis présentée comme quelqu'un de l'entreprise. Donc bien sûr je me présente, je dis je suis du cabinet BDO, etc. Mais ça, ils l'oublient. Donc ils me voient vraiment comme quelqu'un d'interne à l'entreprise. Et concernant l'écoute, je compléterai effectivement, je pense que tout ce qu'on peut apporter aux dirigeants est bienvenu et a un impact sans doute supérieur à l'impact que pourrait avoir quelque chose qui est dit par un de ses collaborateurs. Et je crois aussi que nous avons une écoute différente du dirigeant. Et surtout, n'étant pas salariés de l'entreprise, nous n'avons pas d'enjeu personnel. Donc nous ne sommes pas du tout impliqués dans des guerres de clochers, comme il peut en exister dans certaines entreprises encore en France. Et donc ça nous protège, ça nous permet de ne pas perdre de temps. Et c'est en plus important à garder en termes de posture, cette neutralité par rapport à tous les autres personnes de l'entreprise. Je reste avec toi Delphine, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans cette façon de travailler toi du coup ? La diversité, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, puisque ça me permet de travailler avec des clients très différents en termes de secteur d'activité, et également en termes de personnalité, que ce soit la personnalité des dirigeants, mais les personnalités du comité de direction, les modes de fonctionnement, donc l'aspect humain, la diversité humaine de ce que je peux rencontrer au sein des missions, c'est quelque chose qui me passionne. Merci. Hélène, même question. Oui, je te rejoins là-dessus. C'est sûr que c'est intéressant d'aller humainement, de rencontrer, d'échanger, de travailler avec des personnes différentes. Donc oui, c'est clair, c'est un point qui est majeur. Moi, je trouve aussi c'est l'agilité intellectuelle et le fait d'être toujours en apprentissage. Parce que quand on est dans une boîte depuis longtemps, c'est un peu toujours la même chose. Là, on passe d'un client à un autre, à une problématique, à un marché différent du jour au lendemain. Donc je trouve que ça permet de maintenir une certaine agilité intellectuelle. Et il y a le fait aussi de pouvoir choisir ses missions, les gens avec qui on a envie de bosser. Ça, je trouve que c'est un truc que j'apprécie beaucoup, moi. Alors, complètement d'accord avec tout ce qui a été dit, d'autant que, même si je me présente comme directeur commercial externalisé plutôt qu'à temps partagé, on pourra revenir, je ne sais pas si vous avez envie de revenir là-dessus, on prend aussi plein de missions qui n'ont rien à voir. On prend aussi des missions ponctuelles, donc qui rentrent plutôt dans la catégorie conseil. Un dirigeant qui a besoin qui a une problématique et il veut juste qu'on lui aide à résoudre sa problématique, je ne sais pas quoi, installer un CRM, revoir la tarification, un truc bien précis, donc on intervient quelques jours et puis on s'en va, ou bien sur la formation. Je fais aussi des missions de formation de commerciaux. Donc là aussi, à chaque fois, c'est découvrir un environnement, les problématiques des gens, des marchés, la façon de poser les questions, même si derrière, à la fin, on peut dire conceptuellement c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose mis en œuvre de manière toujours différente, parce que les gens sont différents, parce que l'histoire de l'entreprise est différente, parce que le marché est différent, etc. Alors peut-être pour
conclure sur ces différents aspects et rebondir sur ce qui vient d'être dit, je me tourne vers toi, Amélie. Donc Amélie, tu travailles chez BDO où tu sélectionnes les bons profils par rapport aux besoins des entreprises qui souhaitent faire appel à des personnes en temps partagé. Quelles sont les qualités nécessaires en fait pour qu'une collaboration en temps partagé soit réussie? Merci. Les qualités pour réussir, effectivement pour moi et pour nous chez BDO, le premier point ça va être l'expertise, une expertise solide métier qui aujourd'hui être en capacité immédiate de prendre un poste et de mettre à profit votre expérience terrain avec une vision stratégique des expériences que vous avez connues et vécues ailleurs. Et maîtriser aussi les normes et les réglementations de votre métier, qui sont à part entière de vos fonctions, qu'elles soient DAF, DRH, peu importe, et d'apporter du coup cette réelle expertise métier solide, qui est pour moi la clé d'entrée des qualités requises pour être présenté sur une mission et être envisagé et être référencé chez nous. On va vraiment valoriser cette expertise technique solide. La deuxième va être effectivement l'adaptabilité, l'agilité, tu en avais parlé, et effectivement c'est des mots qui reviennent depuis ce tour de table quotidien. L'agilité, la capacité à s'intégrer humainement sur les sujets, à les prendre immédiatement en main et proposer des solutions clés dès le premier jour. S'adapter aussi en termes d'agilité, à ajuster son approche, qu'elle soit humaine ou dans son verbatim, avec la qualité d'interlocuteur qui vous a été présenté. Pour moi, ces deux sujets clés, socles dans le référencement, sont vraiment stratégiques. L'expertise et l'agilité, l'adaptabilité. Ensuite, j'avais parlé aussi de rigueur. Pour moi, la rigueur dans votre fonctionnement, la capacité à proposer des choses concrètes. Le client a besoin d'être rassuré, d'avoir un respect du cahier des charges avec des axes et une timesheet respectée. Ça aussi, dans votre rigueur, dans votre organisation, ça fait partie de votre expertise solide que vous allez mettre à profit chez le client. Il a besoin aussi d'avoir des indicateurs comme celui-ci dans les qualités requises qui doivent être présentés dans la prise en main de la mission. Et enfin, le dernier point, il est relatif à ce que je disais auparavant, c'est l'intelligence émotionnelle, l'assertivité, la capacité à comprendre les enjeux émotionnels et l'aisance relationnelle que vous allez mettre en place avec les acteurs de la mission, gagner leur confiance, être transparent sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, gérer les tensions, les résistances à la discussion, briser les silences, adopter des silences à un moment donné pour faire réfléchir vos interlocuteurs, toute cette capacité à amener la réflexion aussi dans l'émotion et la relation avec le client. Et comme on le disait juste là il y a quelques minutes, vous avez une position temporaire qui est très écoutée. Le dirigeant est très à l'écoute de votre analyse, de vos recos, de la façon dont vous allez communiquer avec lui. Il va aussi se remettre en cause, se rechallenger, et la vision neutre que vous apportez va lui donner de la hauteur. Et ça peut aussi permettre de vrais retournements dans l'entreprise. Donc il y a un impact fort. Et pour moi, ce dernier aspect émotionnel et dans la sensibilité de l'être humain qu'on est tous, a un vrai impact aussi dans les qualités requises. Merci Amélie, je crois que ça résume à peu près ce que vous aviez aussi partagé. Alors on a le temps de prendre quelques questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'un ou l'autre de nos intervenants? Moi j'ai une question pour le directeur commercial. C'est le seul qui nous a parlé un petit peu d'argent sur cette table ronde. Je voulais juste savoir s'il imaginait ou si c'était possible dans son modèle financier de facturation d'intégrer, comme tout banque commercial plutôt, une prime sur résultat ou des objectifs de résultat en style fixe, vous disiez un coup à la journée, mais également si j'obtiens des résultats, alors j'ai une prime. Est-ce
Est-ce qu'on peut l'imaginer? Oui. On est très prudent. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Non. Ok. Très prudent parce que en intervenant un jour par semaine sur un vertical, on n'a vraiment pas tous les leviers en main pour pouvoir dire le résultat c'est moi, ou il y a quand même un paquet d'autres gens qui sont nécessaires et ou largement impliqués. Et donc qu'est-ce que ça représente vraiment? Alors s'il s'agit de dire il y a une partie de la REM, on va moduler la REM en fonction de la réussite globale au bout d'un an, ça, pourquoi pas? Plutôt à mon avantage. Hein, si vraiment j'ai fait doubler le chiffre d'affaires, Ouais, mais voilà. si c'est pas prévu contractuellement, non. Non, mais je passe. Enfin, on va pas partir sur ce type de discussion. En tout cas, moi, je ne serai pas pour aller dans ce type de discussion qui risque de créer des très fortes tensions. Parce que si c'est ça ma REM, l'intelligence émotionnelle, L'aisance relationnelle. ça va changer un petit peu quand même les discussions dans l'entreprise. Hein. Donc il faut vraiment bien regarder, est-ce que l'entreprise, est-ce que le dirigeant et l'entreprise sont en état de répondre à ça? C'est pas que moi le sujet là-dedans. Ça, on est bien d'accord, parce que la question c'est de savoir si vous l'aviez. Non, j'ai pas fait. C'est ça, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Merci déjà pour toutes les interventions, c'est très intéressant. Vous avez beaucoup évoqué les points positifs du temps partagé. Est-ce qu'il y a des points qui grattent? Qui a envie de répondre? Ah, je veux bien prendre un. Je passe le micro après. Temps partagé, ça veut dire plusieurs clients en parallèle. Ça veut dire savoir organiser ses plannings et switcher très rapidement d'un sujet à l'autre. Alors moi, j'ai quand même de la chance où j'arrive à à dédier des journées entières à certains clients. Mais ça peut être épuisant intellectuellement de devoir en permanence switcher. Et surtout pour mes collègues qui interviennent en RH, qui, elles, n'ont pas une journée dédiée à un client, mais dans la même journée, elles vont traiter 10 clients différents. Ça demande, on l'a dit, une agilité intellectuelle énorme. Et vous savez, je pense tous, quelle difficulté on a, l'énergie que ça prend de passer d'un sujet à l'autre. Je pense il y a beaucoup d'études là-dessus. Donc voilà, ça c'est un des sujets du temps partagé. Quelqu'un d'autre a envie de... Oui. Alors quand on est à son compte, il y a la question du revenu. Donc ça, c'est pas tellement lié au temps partagé, c'est le fait que je me mets à mon compte et je dois trouver ma clientèle. Hein. C'est formidable parce qu'on a plein de clients, c'est hyper stimulant, c'est temps choisi, enfin... Ce sera. Donc il y a une période à gérer. Le collectif, on n'en a pas parlé, mais il y a des collectifs qui existent pour aider à porter ça, pour pouvoir partager professionnellement, pour pouvoir partager émotionnellement. Donc ça aide beaucoup. Mais en contrepartie, comme dans toute équipe, il y a le premier dans le groupe qui a des contrats, il y a le deuxième, il y a le troisième, et si vous êtes le sixième, faut gérer aussi ça. Voilà, donc il y a cette question. Quand ça va bien, c'est assez sympa. Et puis il y a tous les autres moments où les clients ils sont pas aussi réactifs que vous, ils prennent du temps parce qu'ils ont des questions de trésorerie, parce que le Parlement n'arrive pas à décider le budget, enfin le type de situation dont je peux parler. Et là, vous vous posez des questions pour savoir comment vous allez faire. Bon, ouais, mais c'est pas tellement le temps partagé, hein, c'est le fait d'être indépendant qui pose ce type de questions. Et il faut en tenir compte dans les équations. Oui, pour rebondir, ça rejoint un peu ce que vous dites tous les deux. Effectivement, c'est ce rythme de travail où il y a des périodes très 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 chargées, où on se dit, là, on va exploser en vol. Et du coup, il y a des périodes qui sont beaucoup plus calmes et où effectivement on se pose pas mal de questions, mais c'est pas forcément lié qu'au temps partagé, c'est le fait d'être indépendant, où on fluctue de rythme. Et après, les choses qui grattent, c'est quand on est dans une entreprise un jour par semaine,
il se passe pas mal de choses les 4 autres jours de la semaine. Des fois, il faut rattraper. Il y a des décisions qui sont prises le jour où vous êtes là, mais vous revenez la semaine d'après. En fait, la décision a changé. De toute façon, on a parlé d'agilité. C'est vraiment, c'est le mot-clé. Et je vais compléter par rapport à ce sujet d'intervenir une journée par semaine. En général, vos clients, vous ne les oubliez pas les 4 autres jours. Donc vous êtes quand même vigilant, disponible plus ou moins, et ça c'est vraiment important. Le client, il attend ça de vous, et c'est nécessaire de toute façon pour votre travail également. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez, la petite dernière. Merci. Moi, j'aurais une question plutôt sur la performance, la relation, le contrat que vous avez avec vos clients. Alors, je pense que ça peut être un peu différent quand on est côté BDO, on est plutôt salarié, mais à disposition. Les deux. Ah, vous faites les deux, ouais, pardon. Et puis l'indépendant comment se passe c'est quoi le contrat, je dirais peut-être moyen que vous avez avec l'entreprise? C'est un nombre de jours que vous leur devez, alors, tout à l'heure on a parlé de performance. Est-ce qu'il y a un contrat type dans chacune de vos prestations, plutôt au niveau performance, qui peut dicter après pour l'entreprise le temps que vous allez travailler avec eux, hein. Vous ne faites pas l'affaire, ça s'arrête, la mission, ou finalement on voit qu'il y a de la performance et la mission elle peut durer plus d'une année, plusieurs mois. Qui veut répondre? Vincent. Nous, on a un contrat type, dans d'autres, puisque je fais partie d'un collectif, donc dans la bibliothèque d'outils, on a un ou des contrats types, parce qu'il y a le contrat type temps partagé, le contrat type mission, forcément on discute du nombre de jours. Parce qu'un prix sans nombre de jours, voilà, on n'a pas, dans les difficultés auxquelles on peut parfois être confronté, il y a le dirigeant qui a dit d'accord pour un jour par semaine, et puis voilà, c'est signé, il a oublié. Et donc, et tu t'es occupé de ça, et est-ce que tu as fait ça, et voilà. Donc le nombre de jours, c'est quand même important, parce que vous avez vos autres activités à gérer. On peut être flexible, c'est toi qui en parlais, je crois. C'est pour ça que Bien sûr, on peut être flexible sur la distribution des jours, parce que dans le commercial, il va y avoir un salon à préparer, ou même aller sur un salon, et donc on va libérer plus de temps à ce moment-là. Enfin, à la fin, il faut quand même qu'il y ait adéquation entre le prix payé et puis l'engagement que vous mettez, même si on n'oublie pas le client quand on rentre à la maison, et puis même s'il n'y a pas d'adéquation forcément complète tout le temps entre le nombre de jours facturés et le nombre de jours travaillés, ça arrive quand même, mais comme quand vous êtes salarié, quand vous êtes en position de responsabilité dans la boîte, ça arrive à plus d'une personne de bosser un peu plus que le nombre d'heures qui est marqué au contrat. Hein. Donc on a toutes ces situations-là, mais il faut quand même que, en gros, le calibre tienne de manière équilibrée. Vous pouvez donner plus quand il y a un besoin, il ne faut pas qu'il y ait un abus d'un côté ou de l'autre. Donc on part de je mets combien, on se met d'accord sur combien de jours au regard du besoin de la boîte, c'est pas une discussion théorique, hein, c'est en fonction des besoins, des capacités, et on construit le plan avec cette contrainte-là. Et éventuellement on fait évoluer. Bon, ça c'est la première partie. Deuxième partie, je vais plus vite, prestation de service. Donc ça ne veut pas dire qu'on s'arrête au plein milieu d'une réunion, au revoir, et je vous dois rien. Enfin, les conditions de sortie, elles sont très souples. Hein, avec un préavis ou pas de préavis selon la négociation. En général, on met un petit préavis en disant « moi j'ai été engagé avec vous, donc si vous me faites partir à votre libre initiative, vous avez même, en théorie, contractuellement, vous n'êtes pas obligé de m'expliquer pourquoi. Humainement, ça peut être sympa de le dire, y compris si j'ai fait des choses qui ne correspondent pas. Si je veux progresser, c'est toujours la même chose, hein, si je veux progresser, il faut me dire les bêtises que j'ai pu faire.
Et puis on met fin rapidement et il n'y a pas de prud'homme. Ça, c'est les avantages vus de l'employeur du mode prestation de service. Il y a les frais le recrutement est très simple, on signe un contrat de prestation de service. La sortie est très simple, fin d'un contrat de prestation de service. Pas de recours au prud'homme. En général, j'ai 2 types de contrats sur le temps partagé. Soit c'est un engagement de X jours par mois. Et effectivement, il y a des mois où on sait que ça va... Moi, je suis assez souple avec mes clients. Agilité. Donc, il y a des contrats, on va se dire 5 jours par mois. Il y a des mois où on s'aperçoit que, au final, il en faudra un peu plus. Donc, moi, je suis hyper transparente avec mes clients en disant, là, je suis sur 5 mois, mais ce mois-ci, avec ce qui arrive, ce qu'il y a à faire, en fait, on sera plutôt sur 7. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, c'est OK pour toi. Et il y a des mois creux, comme le mois d'août, par exemple, où du coup, moi, c'est très libre. Alors, je sais pas, je pense que c'est pas la bonne méthode bien cadrée, mais moi, en fait, j'établis des relations de confiance avec mes clients. En général, ça se passe comme ça. Et après, j'ai d'autres types de prestations, notamment quand j'accompagne sur des projets, où en fait, je signe un contrat avec un nombre d'heures ou un nombre de jours, peu importe. En fin de mois, je fais le décompte de ce mois-ci, tant de jours consommés en fonction des... moi, je suis très transparente, je tiens des tableaux de suivi. Et du coup, une fois que le nombre de jours signés dans le contrat, du coup, il n'y en a plus. On repart sur un autre contrat. Après, quand on veut faire du temps partagé, je pense qu'il faut quand même être assez souple, je pense, et arrangeant, parce que c'est une relation de confiance et long terme qu'on établit avec nos clients. Est-ce que l'une de vous deux? Sur le même sujet, Oui, sur oui, le type de contrat, oui, donc c'est à peu près ces 2 points, hein, c'est des forfaits, n'était pas allé jusqu'au bout là sur le mois d'août. Alors si on a un forfait à 2 jours, ou disons 2 jours par mois, on va facturer 2 jours tous les mois, y compris au mois d'août ou au mois de juillet. Et puis on peut avoir des forfaits au temps passé. Donc modulable, on a une estimation du nombre de jours que nous allons facturer dans le mois. Et s'il y a des mois avec un peu plus de charges, on va facturer un peu plus. Mais effectivement, tout ça dans un budget quand même toujours discuté avec le client. Tu veux compléter peut-être, hein? Globalement, après sur le sujet du contrat, nous chez BDO, dans la relation tripartite, il y a effectivement une trame bien définie, avec une entrée et une sortie aussi flexible comme on vient de l'évoquer, modulable. Tout est fait autour de la discussion et du tout venant du quotidien qui peut arriver. On va s'adapter encore une fois aux clients, au changement de l'entreprise, à ses demandes et à l'actualité au quotidien. Et c'est ce challenge aussi en tant qu'intervenant et indépendant de devoir s'adapter aussi à débloquer de la disponibilité et à faire bouger les lignes du contrat au quotidien. Donc ça, c'est encore une fois ce sujet de flexibilité, de modularité, merci, à impliquer aussi au quotidien, même au niveau contractuel avec vos clients, quitte à squeezer des vacances ou à déplacer des choses personnelles qu'on avait envisagées. Et c'est tout le tenant, en tout cas pour moi, dans la relation contractuelle avec votre client, même par rapport à nous, BDO, dans la relation contractuelle, de nous solliciter en disant, là, on était parti, et je le disais à certains d'entre vous, initialement sur 2 jours. Là, on me demande 7 tâches en plus parce qu'il y a un rachat qui se prépare, je cravache pas mal, je travaille les soirs, les week-ends. C'est des choses qu'on discute, qu'on réévalue, et on a des clients réactifs, compréhensifs, et c'est dans leur intérêt. Donc c'est totalement modulable et faisable, en tout cas, même au niveau contractuel. Alors je vais intercepter le micro parce que en termes de contrat, on a parlé d'un mode d'intervention et d'un nombre de jours. Il ne faut pas oublier de préciser le périmètre. Alors je vous donne un exemple en RH. Si vous intervenez en DRH à temps partagé, vous n'avez peut-être pas d'expertise paye. Soyez vigilant à ne pas, en décrivant le périmètre de votre mission, à ne pas inclure cette prestation dans votre contrat, parce que vous risquez d'être pris en porte-à-faux. En finance, c'est pareil, on liste des périmètres, des missions. Moi, je n'interviens pas dans des sujets de M&A directement.
Voilà, donc ça, il faut être aussi vigilant sur ce sujet de périmètre. Peut-être, c'est juste Alors, promis. très brièvement, parce qu'on a dépassé le temps. Moi, j'avais inversé le temps. Ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est le mot sur les vacances. En tant qu'indépendant, vous devez intégrer ça dans votre plan. Et donc la tarification, elle doit l'intégrer d'une façon ou d'une autre. Donc une façon, c'est d'annualiser et de dire je facture la même chose janvier, février, mars. Mais en fait, je ne vais pas travailler 52 semaines. Je vais travailler, ça c'est contractuel, enfin, c'est la négo. Mais de toute façon, il faut que vous ayez ça à l'esprit. Soit c'est dans votre prix de l'heure, soit dans votre prix du jour, dans votre prix du... Mais vous devez avoir, vous prenez en charge en tant qu'indépendant vos formations, si vous voulez assister à des formations, vos congés, vos tout. Hein, il n'y a pas d'autre employeur que vous. J'ai pas été long. Merci Vincent. Alors, je suis désolée parce qu'on ne va pas prendre d'autres questions maintenant. Par contre, vous pouvez retrouver bien sûr Amélie, Delphine, Hélène et Vincent dans le hall. Donc, n'hésitez pas, je pense qu'ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Et merci à tous. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine table ronde.